Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Yvan. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Gratitude de se retrouver. Bonsoir. Alors il y a peut-être un petit écho qui vient. Il y a un petit écho chez toi. Peut-être diminuer le haut-parleur, Yvan. Tout à l'heure, on n'avait pas ça. Maintenant, il y a YouTube qui bouge ou derrière ou quelque chose comme ça. On ne devrait pas avoir l'écho, normalement. Je ne sais pas s'il y a sur une de tes fenêtres. Voilà. Il y a peut-être quelque chose. Tu m'entends? Ah. Alors, vous inquiétez pas parce que nous sommes deux ingénieurs, comme nous allons le voir dans notre émission. Deux ingénieurs vont vous parler d'éveil, de montée vibratoire. Et donc, certainement que nous allons trouver des solutions à ce petit détail technique. C'est toujours l'être, la vie, des blagues. Hein. Tout à l'heure, ça marchait très bien. Et il y a certainement tube. Il y avait une fenêtre ouverte. Ah voilà, c'est ça. Avec notre événement, normalement, ça devrait aller mieux. Il y avait une fenêtre ouverte. C'est le petit clin d'œil de la vie. Tout est parfait. Hein. C'était pour faire rire, en fait. Si je me connecte, pourquoi il y a des petites blagues? C'est pour faire rire. Voilà. Bienvenue, Yvan. Gratitude de se rencontrer de nouveau. Merci, merci, merci. Mais c'est un immense plaisir, Alexandre. Donc, il y a des petites choses techniques qui se passent, visiblement, de ton côté aussi. Alors aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses techniques. Hein. Nous avons prévu une interview croisée où nous allons nous interroger sur notre chemin dit d'éveil, c'est-à-dire nos réalisations, comment nous sommes passés de ingénieur à moi je suis prof de yoga, on va y venir et ça va être intéressant. On a beaucoup de points communs et vous risquez de monter en vibration et nous aurons à partir de 21h, une méditation guidée que nous ferons ensemble pour la première fois dans tout l'univers, grande première mondiale, la méditation guidée Yvan, Alexandre, où ça va monter dans le cœur et dans l'amour en vibration. Voilà le programme. Comment ça va, Yvan? J'ai oublié quelque chose? Ouais, c'est super. Alors tu peux même dire Ivan. Mais écoute, tout va super bien. Et en fait, tu sais, parfois je le dis pas, parfois je l'entends même pas. Mais là, du coup, ça vient de m'écorcher l'oreille. Je me dis non, je peux pas laisser passer. Ivan. Ça va bien. Je te remercie. Moi, je suis toujours super content et porté dès lors que j'anime ou que je co-anime quelque chose avec du monde. Donc c'est encore, ça va être un merveilleux échange, comme tu dis, qui est porteur, qui va être inspirant, qui va faire monter en vibration, suivi d'une magnifique méditation. Et je me réjouis à l'avance de découvrir et de vivre nos deux apports pendant cette méditation où toi, t'as davantage une approche yoga que moi, j'ai pas du tout. Et moi, j'ai mes choses à moi aussi, donc ça va être vraiment sympa. Eh bien, super. Peut-être nous pourrions commencer par dire un petit peu ce que nous faisons, car nous sommes sur 8 chaînes YouTube maintenant, et donc il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore beaucoup ou pas du tout. Comment t'en es arrivé, Yvan, d'ingénieur à ce que tu es maintenant, et qu'est-ce que tu fais pour le public? Comment tu peux aider les personnes qui te contactent, qui viennent sur ta chaîne? Quel est ton métier d'aujourd'hui? Alors, le métier et ce que je dis dépend des personnes que je rencontre. Mais là, on est entre nous. Et donc, je suis guérisseur et enseignant spirituel. Donc, je fais ce que je fais et la façon dont j'aide les gens. En fait, ce qui m'anime d'abord, ce qui m'anime et ma mission, c'est d'aider les personnes à monter en conscience. Depuis 7 ans que je fais ce que je fais, ça a toujours été ça. Et la façon dont je le fais, c'est tout d'abord via des soins énergétiques. Donc, c'est des soins énergétiques que je fais il y a des tas de soins que je propose. En fait, j'ai ce don de canaliser des énergies de guérison et de les transmettre aux personnes. Donc ça, je fais des soins qui sont enregistrés, je fais des soins qui sont en vidéo, je fais des soins en one-to-one, je fais des soins en direct ou en différé collectivement.
Donc j'ai vraiment tout un tas de soins énergétiques que je peux faire, que j'anime ou que je propose à la vente sur mon site internet. Et je fais aussi, j'ai une application mobile de soins énergétiques aussi en vidéo. Et il y a l'autre volet, le volet d'accompagnement spirituel, qui est vraiment que je fais à travers une communauté privée. Et ce sont des personnes un groupe de personnes que j'accompagne pour monter en conscience, mais via des méditations et via des montées en conscience, mais on est au-delà des soins, on est au-delà du monde de l'énergie, on parle de présence, on parle de non-dualité, et on vit ces expériences 3 fois par mois dans cette communauté. Donc voilà ce que je fais. Ce que je fais aujourd'hui, encore une fois, c'est depuis 7 ans, et comme toi, j'ai eu une vie tout à fait différente avant, mais on en viendra juste après. Et toi, mon cher Alexandre, comment te présentes-tu ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est vrai que ça a changé ces dernières années. À un moment, j'étais écrivain. Là, aujourd'hui, je suis toujours écrivain, puisqu'il y a 13 livres sur Amazon. Mais je suis avant tout coach d'éveil et de transformation, donc accessible à un large public, et aussi professeur de yoga, de méditation et d'éveil. Voilà, donc c'est 3 domaines qui me passionnent. Donc, nous avons beaucoup de points communs, en fait. Et c'est ça qui était amusant dans cette idée de faire une interview croisée ensemble. Comment 2 ingénieurs en sont arrivés à faire ce que nous faisons maintenant avec nos chaînes YouTube, mais pas que. Donc voilà, tout simplement. Mon yoga, pour décrire un petit peu, c'est un yoga canalisé qui n'existe pas. Alors, je me base sur des postures existantes, mais il est vivant. C'est un des rares yogas vivants, en fait, puisqu'il y a des nouvelles postures, des nouvelles respirations, des nouveaux étirements, des nouvelles compréhensions qui arrivent chaque jour. Hein. Et nous aurons un petit échantillon tout à l'heure dans 1 heure. Et la méditation aussi, j'ai créé une technique avec des musiques de films au départ. Et là, maintenant, c'est surtout de la méditation guidée avec, au départ, donc le yoga. Ensuite, nous avons les chants, donc pour ouvrir le cœur, ouvrir l'expression, et méditation guidée. Voilà, ça c'est le dimanche, pour le moment à 15h. Et puis le yoga, c'est à 8h. Voilà, c'est les horaires actuels. Mais ça va changer, car je vais à Bali la semaine prochaine, donc tout va être décalé. Voilà, donc prof de yoga, méditation, et puis l'éveil, c'est sous-jacent, c'est en filigrane par rapport à tout ce que je fais dans l'ensemble de mes émissions. Et c'est vrai que je suis aussi réalisateur d'émissions, puisque je fais 20 heures par semaine d'émissions gratuites, qui incluent les méditations guidées, dialogue avec nous, le troisième œil, cette émission qui s'appelle le troisième œil interview. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui diffusent notre émission, puisqu'on a plein de partenaires qui diffusent cette émission. Merci à Sophie Hochwalker, merci à Nicolaya Deveyom, merci à Alexis Phoenix pour sa chaîne Alexis Phoenix, merci à Canal de l'âme et des mondes invisibles, Cédric et Narissa, merci à Marie-Josée Robichaud, merci à Angélis, musique de relaxation, c'est Franck, et merci bien sûr à Ivan Skibik et Alexandre Anatman, voilà les 2 autres chaînes qui diffusent aussi cette émission. Et donc, voilà, et j'ai eu l'élan de créer Anatman TV, qui est un regroupement de chaînes, justement pour montrer plein de choses différentes, toutes dans la même direction de monter le taux vibratoire. Donc voilà ce que je fais, brièvement. Alors du coup, je peux te poser la question, comment en es-tu arrivé à être donc ingénieur, à faire ce que tu fais maintenant, parce que c'est quand même très différent, c'est pas quelque chose que nous apprenons à l'école, être guérisseur et puis faire une chaîne YouTube. Comment t'en es arrivé comment ça s'est passé? Je pense que ça intéresse les téléspectateurs de savoir comment, parce que évidemment tous les habitants de la planète Terre sont amenés à changer de métier et à faire un métier beaucoup plus vibrant. Donc ça, c'est la petite voix intérieure qui vous parle. C'est pour ça que vous êtes avec nous dans cette émission. Donc comment je passe d'un métier traditionnel et même assez rationnel, ingénieur, quelles sont les étapes à finalement ce que je fais aujourd'hui? Ivan, ça m'intéresse de savoir. Oui, il y a eu une étape intermédiaire donc entre mon premier métier qui était, en fait, j'ai le titre d'ingénieur, j'ai le diplôme d'ingénieur, mais finalement ce que je faisais c'était un job
dans un groupe industriel où je faisais principalement du marketing et de la stratégie au siège de ce groupe. Donc j'ai bossé pendant 5 ans, c'était super intéressant. C'était un groupe dans le bâtiment, hein, quelque chose de très terre à terre. Et au bout d'un moment, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Donc j'ai quitté ce groupe, ça faisait 5 ans que j'y étais, pour au début pour travailler sur un premier projet de start-up qui est très vite mort dans l'œuf. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé un associé qui avait une super idée et j'ai monté une start-up donc dans les objets connectés. Donc changement total. Là, je deviens start-upper. Donc je m'associe avec ce jeune, hein, qui avait 18 ans à l'époque. Moi, j'en avais 29. On monte une boîte ensemble qui faisait un réveil olfactif connecté. Et puis donc c'est le début de l'aventure est super génial. Et puis il y a des difficultés qui viennent. Enfin, la structure, voilà, on a des salariés, on lève des fonds, ça grossit, il y a de plus en plus de pression. Et puis l'activité aussi n'est pas facile. Et puis je me rends compte un jour que je ne peux même plus, j'ai plus du tout l'énergie pour aller bosser dans la boîte que j'ai pourtant fondée, parce que je ne m'y retrouve plus du tout. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, c'était difficile. Et donc là, je fais un burn-out. Je vais passer assez vite, mais il y a une problématique de sens dans ma vie à ce moment-là. Il y a mon premier enfant qui venait d'arriver et je fais un burn-out. Et pendant ce burn-out, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je savais pas trop. Et puis, de fil en aiguille, je découvre, je vais dans un salon du bien-être, puis je m'intéressais à cette époque-là à vraiment ce qui pouvait faire du bien pour la santé. Parce qu'en ayant mon enfant, je me dis, tiens, j'ai commencé à faire plus attention à mon alimentation, puis j'ai découvert que on peut aussi filtrer son eau, avoir une eau de meilleure qualité. Et puis après, de fil en aiguille, je suis allé voir des conférences, aller sur des salons. J'ai appris qu'on pouvait dynamiser son eau. Et, tiens, là, il y a quelque chose en lien avec l'énergie. Puis j'ai voulu comprendre ça un petit peu plus. Et donc, je me suis mis à découvrir plein de choses et à me former en géobiologie, à faire un stage en magnétisme, à faire une initiation au Reiki, à faire une initiation en chamanisme. Et tout ça, je me suis dit, waouh, j'ai appris tellement de choses et j'avais envie d'écrire un livre pour partager toutes ces découvertes que j'avais faites en vraiment très très peu de temps. Et le livre en est toujours au même stade 7 ans plus tard. Mais je me suis dit, et c'est ma femme qui m'avait soufflé cette idée. Elle m'avait dit à l'époque, tiens, tu pourrais faire des vidéos. Ça te permettrait de travailler tes sujets et ça t'aiderait pour faire ton livre. Et puis ça te permettrait surtout de partager dès maintenant parce que j'avais vraiment envie de partager. Et je me suis dit, wow, c'est une super idée. J'ai commencé à faire des vidéos et puis avec la banane, juste en partant comme ça dans les bois avec ma caméra sur le dos, avec mon trépied, je mettais ça, je tournais et je faisais 5 vidéos par semaine pendant les 3 premiers mois. Et puis, ensuite, un petit peu moins, mais j'avais un rythme très, très soutenu parce que j'avais plein d'idées, de choses à partager. Et puis, au bout d'un an, il y a une vidéo qui est devenue virale. Et donc là, la chaîne a vraiment commencé à exploser. Et parallèlement, des personnes m'avaient demandé des soins énergétiques, donc j'ai commencé à en faire. Au début, je le faisais parce que j'allais perdre ma seule source de revenus qui était le chômage, qui allait s'interrompre. Et donc, j'ai commencé à dire oui, ok, je veux faire des soins. Et puis j'ai vu que ça se passait bien, j'avais des super retours. Et surtout, le fait d'en faire a vraiment révélé ce don que j'avais. Donc, j'avais appris à des protocoles dans mes initiations en chamanisme, notamment. Mais ensuite, c'est devenu très, très vite, c'est devenu quelque chose. C'est bon, il n'y a plus besoin de protocole, il n'y a rien. Le canal, il est là, tu peux balancer. Et puis, ça s'est affiné et vraiment, ça s'est développé avec le temps. Donc, et puis, évidemment, chaque année, et j'ai même pas envie de dire chaque année, j'ai envie de dire de mois en mois, moi-même, j'évolue, j'ai de nouvelles façons de faire, j'ai des nouvelles inspirations, des nouvelles idées. Et puis, je suis ça depuis des années maintenant.
Donc voilà le parcours d'ingénieur avec le monde de l'entreprise, en passant par fondateur de start-up et enfin à ce que je fais aujourd'hui. Et toi, Alexandre, tu as un parcours vraiment similaire. Ingénieur, entrepreneur et puis aujourd'hui coach d'éveil. Comment ça s'est passé pour toi? Gratitude pour ta question. Je trouve que c'est sympa de se poser une question parce que comme ça, on a une question à répondre. J'ai fait une autre interview sur ma chaîne ce matin sur Philippe Eknat, qui pendant 15 ans a fait des satsangs à Paris avec vivre en être présence et plus de 30 à 40 intervenants, 200 conférences par an à Paris. Les Parisiens connaissaient au Forum 104 et en discutant ce matin, c'était un truc similaire avec aujourd'hui. C'était aussi l'interview croisée. Et c'était comment l'univers m'a positionné là, mais est-ce que j'ai vraiment eu le choix en fait? Ça me faisait ressentir ça ton histoire. Donc je vais répondre bien sûr. Comment j'en suis arrivé là? En fait, pour moi la question c'est comment j'ai été attrapé, modifié et positionné là où je suis. Vraiment c'est un ressenti un petit peu marrant que certains peuvent avoir dans leur vie. Comment la vie m'a amené là en fait d'une certaine façon. À peine en me demandant mon avis, en fait. C'est comme si une graine de chêne va faire un chêne, une graine de baobab va faire un baobab, et une graine de bambou va faire du bambou, une graine de pâquerette va faire une graine de pâquerette. C'est ce que je sentais avec ta réponse, en fait. Quelque part, comme si la vie avait envie que les pâquerettes grandissent et fassent des belles pâquerettes, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, je sais pas ce que tu en penses. C'est assez marrant, en fait. Et je pense que c'est pareil pour chacun. Après, le but, c'est de voir, entre guillemets, mais de quel bois je suis fait, je suis une graine de quoi, en fait. Ça crée des émotions. Je sais pas si tu sens dans le public. Oui, alors les émotions, non, mais par contre, ça me parle, c'est parlant ce que tu dis. Et effectivement, en fait, tout ce qui s'est passé avant, même si ça paraît complètement décousu et complètement différent, mais en fait, tout ça a fait partie de ma construction et tout ça, ça m'aide dans ce que je fais aujourd'hui. En fait, le passé n'est pas du tout quelque chose qui était aberrant, qui était hors du chemin. En fait, ça faisait pleinement partie du chemin. Ça faisait partie de ce grand plan et c'est juste magique de voir à quel point je vois la logique en fait de ce qui s'est passé et de ce que ça m'a apporté, de ce que ça m'a permis de comprendre, d'expérimenter pour en arriver là. Oui, là, ça me fait penser à Connecting Dots de Steve Jobs, que tu connais, peut-être son discours dans sa grande école, où il explique Connecting Dots, comment, en regardant en arrière, nous pouvons voir que les points nous ont amenés là où nous sommes, en fait. Nous ne pouvons pas regarder dans le futur, mais nous pouvons regarder dans le passé et voir que tout a été prévu, qu'il n'y a aucun hasard, les personnes que nous avons rencontrées, tout nous a amenés là où nous sommes. Et vous avez été amenés ici dans cette émission avec nous. Nous avons été amenés à créer cette interview croisée. Et là, il se passe quelque chose. Là, je sens il y a beaucoup d'émotions dans la salle. Il y a des réalisations. Quand nous parlons naïvement avec Ivan, il se passe des choses parce que les cerveaux comprennent au-delà même de ce qui est dit. Alors, je vais répondre de façon synthétique parce que il s'en est passé des choses. Mais en somme, deux, trois scènes importantes. Quand le 8 octobre 1992, je sors de l'école d'ingénieur télécom et le 9, je crée ma société. Donc, je deviens entrepreneur, consultant. Et chez un de mes clients, qui était la sécurité sociale, la CNAMS, Caisse nationale des travailleurs salariés, 66 rue de l'Ourcq à l'époque, 1000 informaticiens. Je dormais dans la salle machine avec un ami qui était venu des États-Unis parce que notre client, c'était la Sécu. Et on faisait des programmes de simulation. Et dans la salle machine, à 4 heures du matin, parce que fallait terminer à temps, donc moi, à l'époque, j'avais la vingtaine et quelques,
mal au dos, mais en état modifié de conscience. Et la spiritualité, ça arrivera bien longtemps après. Là, on est en 94, hein, février. Et je reçois dans un état modifié de conscience cette idée farfelue. Il faut que je crée un opérateur Internet grand public. Il faut revenir en 94, il n'y avait que le Minitel. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Internet n'existait pas. Et moi, j'étais ingénieur télécom, donc j'avais des accès via les universités, mais très peu de gens avaient un accès, voilà. Et donc, je reçois cette idée, et je m'en rappellerai toute ma vie, c'était dans un état modifié de conscience. Mais à l'époque, je méditais pas, je faisais rien, il n'y avait pas d'état modifié de conscience. Il a fallu que l'univers m'amène dans une salle machine, me mette à me réveiller à 4 heures du matin parce que j'avais mal au dos pour m'envoyer le message. Vraiment, c'est une scène assez marrante. Et puis de fil en aiguille, WorldNet, ça s'appelait. WorldNet, réseau mondial, se développe. L'univers m'amène à un certain Xavier Niel, illustre inconnu à l'époque, vraiment pas connu du tout dans la thématique qu'il était. Il me prête la ligne Internet parce que j'avais pas les 30 000 francs par mois à dépenser. Je prends un ordinateur, je branche les modems et le premier opérateur Internet grand public est créé à Paris, 19e, pardon. Et donc, je développe. Et en fait, je vais faire un gros raccourci. Nous vendons avec Xavier en 2001. Lui, il investit tout dans Free. Moi, je pars à la retraite. Et c'est là que ça commence. L'univers qui me balade un peu partout autour du monde. Et puis, finalement, à un moment, je me dis, tiens, j'aimerais bien augmenter ma conscience. Et ensuite, de 2001 à 2010, donc je vis une vie de millionnaire tranquille. Hein, j'ai vraiment pas de raison de gagner de l'argent puisque j'ai un stock d'argent important. On avait vendu 30 millions d'euros WorldNet à l'époque. Et du coup, à un moment, dans un spa, là on est en 2006, un spa, hein, parce qu'il y a des spas un peu partout dans les hôtels et les palaces, il y a quelqu'un qui me fait un shiatsu. Ça a commencé comme ça. En 2006. Un shiatsu, donc c'est digiponcture, donc la personne appuie un petit peu partout. Et à un moment, il se passe un truc incroyable. Au bout de 2 heures de shiatsu, mon corps se met à trembler dans tous les sens. J'ai des suées, et je vois la lumière. Alors, entre guillemets, je ne savais pas comment expliquer ça. Mon corps tremble et une expérience d'ouverture du cœur quand le thérapeute met sa main sur mon chakra du cœur. À l'époque, moi, j'avais pas de chakra. Alors, je demande en anglais, what have you done? What are you doing? Qu'est-ce que vous avez fait? Et il me dit, I have balance energy. J'ai remis les énergies en place. Je dis, quoi? What? De quoi il parle? Et moi, les énergies, c'était l'eau, l'électricité, le gaz, hein, si tu veux, c'est tout. Il n'y avait pas de chakra, il n'y avait pas de spiritualité, il n'y avait pas de méditation, il n'y avait rien, nada. L'ingénieur télécom, informaticien, entrepreneur de l'Internet, tu vois. Bon, donc moi, j'ai toujours été rationnel. Donc, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Quelles énergies, de quoi il parle. Je rentre en France et ça m'avait fait du bien, le shiatsu. Donc, en France, il y avait déjà Google à l'époque, je trouve un thérapeute shiatsu. Et je renouvelle l'expérience. Et là, c'est pas en 2 heures, c'est en peu de temps, de nouveau les mêmes effets. Donc, comme je suis scientifique, c'est reproductible. Il y a des gens qui font des thérapies. Après, j'ai essayé de l'ostéopathie crânienne, j'ai tout essayé. Et à chaque fois, mon corps se met à trembler. Il se passe des choses énergétiques. Je suis hyper réceptif. En fait. Et donc, de fil en aiguille, et de spa en spa, parce que moi, je m'éveillais 1 fois par an dans les spas. C'était ma seule fenêtre d'ouverture où je pouvais aller en spiritualité. C'était les spas. Et dans les spas, il y a des gens très, très compétents. En tout cas, c'est ce que j'ai créé dans ma réalité. Donc, d'initiation en initiation, de nettoyage en nettoyage, finalement, ça commence vraiment en 2010, où au mois d'août, je suis préparé par l'invisible, mais je ne le sais pas, grâce à la natation, puisque j'ai nagé 80 km au mois d'août 2010. Avant, c'était que 50 par mois. Donc, une grosse préparation physique. Je ne comprenais pas pourquoi j'adorais nager. Et après, j'ai compris. Et novembre 2011, donc là, initiation Shaktipat, éveil de Kundalini, technologie indienne, ouverture des archives, je vois mes vies parallèles. C'est pas des vies antérieures, mais parallèles, parce que tout se fait en parallèle. Et puis, je me vois en tant que moine bouddhiste tibétain, dans plusieurs vies, le crâne rasé, les pieds nus, habillé en
en rouge foncé. Et je vois aussi, moi, en tant que samouraï, en train de mourir dans des tranchées de sable rouge. Je me vois à la Jamaïque avec des cheveux comme ça. Enfin, je vois tout un tas de trucs. Pendant 3 ans, je n'y crois pas. Je dis, c'est quoi ce délire? C'est un délire, c'est pas vrai. Et décembre 2010, il y a Conversation avec Shiva. Je suis sorti du lit et une force me fait écrire. Faut qu'on parle. Moi, je croyais que c'était l'écriture automatique. Et c'est un peu comme Conversation avec Dieu. Du coup, voilà, il y a un truc, c'est dans mon livre Qui êtes-vous d'ailleurs? J'ai remis la retranscription. Et pour aller vite après, 14 avril 2011, suite à des méditations et à l'éveil de Kundalini, réalisation du soi, je suis l'univers. Et puis après, 2013, réalisation du soi de façon extatique pendant 5 heures de nouveau. Là, c'est plutôt la voie chamanique, plante sacrée. Et puis de fil en aiguille, j'ai été transformé, entre guillemets, et ce qui était avant de l'ordre du rêve, ou je savais pas quoi faire de ces expériences d'éveil et ces expériences spirituelles. Maintenant, avec les 13 livres et puis tout ce que je fais sur mes chaînes, je peux expliquer simplement les expériences d'éveil et de réalisation, la multidimensionnalité. Voilà. Donc c'est tout un parcours. Là, je fais bref parce qu'il y a des millions de choses. Et la dernière étape, c'était 2021, 21 février, où là, j'étais au Pérou. Donc 2 ans et demi de Covid bloqué au Pérou, donc comme par hasard dans la forêt vierge à faire de l'ayahuasca. Ça, c'était marrant. Quand je vous dis que l'univers m'a mis à certains endroits, c'est pas faux. C'est-à-dire que j'avais pas d'autre chose à faire à ce moment-là. J'étais très content d'être là-bas. Et là, 2021 février, donc du coup, la réalisation que le je n'existe pas. Donc ça, c'est la réalisation du non-soi. Ça s'appelle comme ça. Je me suis renseigné sur Internet. Il y a très peu de gens qui parlaient de ça, à part Adyashanti et peut-être et Bouddha, bien sûr. Hein. Et c'est pour ça que mon nom maintenant, c'est Anatman. Atma, c'est le soi. Anatman, c'est le non-soi. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que la suite, évidemment, va venir. C'est pas fini. Donc, mais en tout cas, il y a des capacités de clairvoyance qui sont apparues. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé. Maintenant, à l'issue de mon plein gré, je dirais, pour reprendre une phrase marrante, à être professeur de yoga et de méditation pour transmettre, en fait, toutes les réalisations. Voilà. Et là, j'adore ta chaîne et tout ce que tu fais sur les montées vibratoires. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, ça serait sympa qu'on fasse un truc ensemble pour cumuler, exponentialiser nos vibrations, nos montées vibratoires. Car en fait, ça s'accumule, hein, ça c'est le côté ingénieur, ça se multiplie même plutôt. C'est pas un plus, c'est un multiplié. Et du coup, ensemble, restez avec nous, vous allez grimper et pouvoir revoir notre méditation ensemble plein de fois, puisque ça sera sur YouTube. Donc c'est voilà, pour faire court, hein, j'espère que j'ai pas pris trop de temps. Comment j'ai été téléporté de ingénieur télécom chef d'entreprise à prof de yoga méditation. Là maintenant, je fais des stages à Saint-Nexan à côté de Bergerac, mais aussi à Bali, puisque je pars la semaine prochaine pour 5 semaines, et aussi en Inde. En Inde, c'est pour ceux qui veulent voir Arunachala, Tiruvannamalai, la montagne de Shiva, là où Ramana Maharshi a réalisé le soi. Hein. Et puis, au Bali, il y a une grande communauté spirituelle avec ecstatic dance, avec plein de pratiques, une énergie fantastique des volcans. Ce que je fais, vraiment, ça connecte dans le corps. Vous verrez avec le yoga, ça connecte à la terre. C'est pas du tout pour se percher, pour fuir la réalité. C'est pour créer la réalité que vous avez vraiment envie, plutôt que de vous laisser porter par les programmes inconscients. Voilà. Et ma spécialité, c'est de vous aider à enlever les programmes inconscients. Voilà. J'ai improvisé une petite présentation. J'espère que j'ai répondu, Ivan. Et oui, complètement. Merci beaucoup, Alexandre, pour ça. Et oui, c'est chouette de voir à quel point tu as été vraiment téléporté, hein, comme tu dis. T'étais là tranquille dans tes spas, dans tes voyages et tout. Et puis, il fallait que ça se passe comme ça, en fait. Hein. C'était tombé dessus. Et alors, c'est marrant parce que tu as dit que tu avais mis 3 ans pour réaliser vraiment, pour accepter, en fait. Accepter. Que, il y a de l'énergie, que t'es fait, en fait, d'énergie aussi, que les choses marchent comme ça, quoi. Et parfois, en fait, et je vois, j'ai vu pas mal
enfin en tout cas entendu parler de pas mal de parcours. Et c'est vrai que parfois, y compris le mien, hein, parce qu'il m'est arrivé des expériences, j'ai pas détaillé non plus parce que il y aurait trop de choses, à raconter là. J'ai fait une version plus concise, mais des expériences qui me sont arrivées 10 ans avant que j'entre vraiment dans ce que je fais aujourd'hui, mais qui m'ont préparé des expériences mystiques qui me sont tombées dessus. Il arrive un truc incroyable et puis il y a presque ce déni de bon non, qu'est-ce que c'était? Bon, je sais que c'était pas un rêve, mais quand même, j'ai pas trop envie d'aller regarder ça de plus près. On laisse ça comme ça pour le moment. Exactement. Et du coup, on peut passer maintenant peut-être au cœur du sujet. Deux ingénieurs révèlent leurs secrets. Ah, dans le troisième œil interview, donc vous allez recevoir des secrets. Les secrets, en fait, pour moi, c'est comment nous vivons les choses. Quelle est notre relation à l'invisible? Moi, j'appelle ça l'absolu, le niveau du dessus. Comment tu l'appelles, toi, moi, ce que j'appelle l'absolu, le niveau du dessus, tout ce qui est pas, comme si, moi, dans mon système, nous sommes dans un jeu vidéo, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Comment, donc, la question, c'est comment tu le définis et puis comment tu fonctionnes avec. Je pense que ça va être là, les secrets pour les auditeurs. Comment tu fais au quotidien pour fonctionner avec l'invisible, avec le niveau du dessus, avec l'absolu, le tandem Ivan absolu, comment ça marche? Alors déjà, il y a alors après, on abordera ce sujet, je le sais, parce qu'on en a déjà pas mal parlé entre nous. Il y a plusieurs niveaux. Il y a vraiment toute une progression et tout un chemin depuis le monde 3D jusqu'au plus absolu des niveaux d'absolu. Parce que c'est pas juste la 3D l'absolu, mais dans l'invisible, enfin en tout cas dans tout ce monde-là, on l'appréhende et on appréhende un petit bout, puis ensuite on découvre qu'il y a quelque chose de plus grand, puis ensuite on découvre qu'il y a une ouverture encore plus grande, etc. Et finalement c'est un voyage. Je sais même pas s'il y a une fin à cette réalisation. Il n'y a pas de fin, c'est commun. Parce qu'en fait, il y a alors voilà, pour faire trois grandes familles, bon il y a la 3D, c'est ce qu'on vit, ce qu'on expérimente, ce qu'on peut ressentir à travers nos 5 sens physiques. Donc là, on est vraiment dans la 3D que tout le monde connaît, que tout le monde expérimente. Et puis ensuite, il y a, je schématise en 3 grandes familles, mais il y a tout ce qui est les énergies auxquelles on peut s'ouvrir. Donc des énergies, on va parler de subtiles, parce qu'en fait, les premières, c'est de l'énergie aussi, hein, comme tu dis, l'eau, l'électricité, le gaz, aussi tout ce qui est dans notre corps, la chimie, tout ça, c'est de l'énergie. Mais après, il y a de l'énergie subtile, et puis on peut découvrir ça, appréhender ça, découvrir qu'en fait, voilà, il y a des personnes qui sont défuntes, mais qui en fait sont là, qu'on peut communiquer avec, qu'on peut communiquer différemment par télépathie, avec des personnes qui sont là, vivantes dans un corps, enfin incarnées, avec des personnes qui sont désincarnées, qu'il y a des êtres qui sont pas, voilà, qui sont des êtres de lumière, tout ça, les soins énergétiques, tout ça. Bon, bref, ça c'est ok, un monde beaucoup plus vaste en fait qu'on découvre quand on commence à s'ouvrir. Et pas que quand on commence, parce qu'il y a vraiment de quoi découvrir. Et donc ça, ça reste, c'est le monde des énergies. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est au-delà, parce qu'en fait, au-delà des énergies, il y a d'autres choses, d'autres dimensions, voilà, il y a une vastitude vraiment beaucoup plus grande, et même plusieurs vastitudes beaucoup plus grandes. Et ça commence, enfin, au-delà de l'énergie, il y a la présence. Et puis après, cette présence, c'est ce qui est là maintenant. La présence, elle transcende les énergies. Elle est au-delà du temps, elle est au-delà de l'espace. C'est quelque chose qui va transcender ces dimensions-là. Et petit à petit, on peut avoir des expériences de présence à certains moments de sa vie. Je me rappelle d'un ou deux moments que j'ai eu comme ça de forte présence, alors que j'étais pas du tout dans la spiritualité, mais des expériences qui m'ont marqué. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis dans une autre dimension. Mais clairement, c'est réellement une autre dimension, une dimension supérieure à ce que la plupart des gens peuvent connaître. Et puis en fait, au-delà de la présence, il y a encore d'autres dimensions comme ça, et donc notamment la non-dualité, et puis encore des espaces beaucoup plus vastes. Donc tout ça, on peut l'appeler l'absolu, en fait, tous ces niveaux, mais gardons en tête que il y a toujours plus absolu que l'absolu qu'on peut rencontrer à un moment.
Euh, euh, voilà, il y a des choses qui sont, et je pense qu'on peut toujours aller plus loin dans nos découvertes et dans notre réalisation. Oui, l'absolu est absolument infini. Voilà. Ivan. Et c'est vrai que moi, je parle pas trop, je simplifie parce que la plupart des personnes, déjà, comprendre qu'il y a un absolu et un relatif, ça peut les aider bigrement à ne pas être justement enfermés, emprisonnés dans le relatif. C'est pour ça que je donne pas les détails pour le moment, mais je suis passionné par tes vidéos, notamment sur, tu sais, David Hawkins et son livre Pouvoir contre force et tous les niveaux vibratoires, parce que là, je sais que toi, tu sais, en fait, hein, calibrer, tu as fait des vidéos là-dessus. Ça, vraiment, j'adore. Et du coup, comment tu fais au quotidien, Ivan, pour vivre avec tout ça, quel est l'impact de l'invisible sur ta vie, dans tes décisions, dans tes choix, comment tu fonctionnes? Ça peut intéresser vraiment ceux et celles qui nous regardent parce que ça peut inspirer. Ah ouais. Et disons que c'est pas forcément l'impact de l'invisible, on va dire c'est plus une écoute de ce qui est en moi. Alors en fait, déjà la première chose pour mes décisions par exemple, hein, ou les choses du quotidien, bah, je me fie beaucoup plus à ce qui est là, ce qui est présent en moi sur le moment. Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça. Je sais pas pourquoi, il faut que je cuisine ça. Il faut que alors pour des petits exemples, mais aussi pour des exemples plus importants, enfin pour des choses plus importantes. Mais il y a parfois, ah bah tiens, je sais pas pourquoi, mais là je vais faire ça comme ça, ou alors je vais faire ci, ou je vais appeler telle personne. Et donc je suis beaucoup plus, j'ai affiné j'ai affiné comme toi, hein, même si au niveau des perceptions, voilà, ça se passe pas par le même canal. Toi, c'est énormément au travers le corps. Moi, c'est des trucs que je sais comme ça. Je sais pas trop l'expliquer. C'est des choses qui peuvent être téléchargées instantanément. Et donc, je suis cette voix, cette petite voix-là, qui s'invite, enfin, en tout cas, qui est tout le temps là. Et puis, si je suis vraiment face à un choix, par exemple, bon, bah là, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est exactement la même chose. J'écoute ce qui est là, ou au besoin, si je vois qu'il y a un petit peu trop de mental qui est encore présent, ou bon, bah, je reviens dans la présence et je vois ce qui est juste. En fait, c'est ça. C'est faire ce qui est juste sur le moment. Parce qu'évidemment, ce qui est juste là, maintenant, ben, c'est pas forcément la même chose qui aurait été juste il y a 1 minute. Mais là, maintenant, c'est ça qui est juste. Et donc, c'est ça que je fais. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe pour moi. Donc, finalement, c'est assez simple. Ça veut pas dire que toute la vie est simple. Ça veut pas dire que tout ce qui nous arrive est facile à vivre, qu'on n'a pas de défis, ou qu'on a une vie extraordinaire où tout va bien, tout est fluide, il n'y a rien de difficile qui se passe. Hein, on a tous, absolument tous, voilà, on rencontre des difficultés, etc. Mais dans ces difficultés, en fait, et à force de pratique et de méditation, il y a toujours moyen de revenir à cet espace de la présence et à accepter beaucoup plus facilement les choses. Et dans la mesure où on accepte plus facilement les choses, bah, la souffrance n'est plus là, ou alors elle est diminuée par 10 ou par 100, puisque qu'est-ce qui cause la souffrance? C'est la différence entre les attentes et la réalité. Si au travers de la présence, dans la présence, en fait, dans ce qui est là maintenant, ça nous amène forcément vers l'acceptation de ce qui est. Et quand on accepte ce qui est, donc il n'y a plus des attentes, bon, bah, à ce moment-là, il reste que la réalité et on ne peut pas ne pas être d'accord avec. Donc, ok, c'est là, en fait, finalement, c'est beaucoup plus simple. Et évidemment, c'est pas quelque chose, c'est pas binaire. C'est pas, ok, je suis passé de la souffrance à maintenant, tout va bien, tout est toujours rose, et puis moi, je suis 100% du temps toujours super en mode Bouddha. Non, ça se fait de manière progressive.
Et en tout cas, je constate, et donc dans ce que je vis, bah, je vois que les choses, je réagis vraiment différemment et j'accepte beaucoup plus facilement les choses. Et puis, bah, quand parfois ça accroche, quand il y a de la souffrance, quand il y a des trucs qui résistent, eh bien, c'est l'occasion de mettre ça en lumière et de travailler sur ces choses pour pouvoir les dissoudre. Une gratitude pour ce beau partage, c'est chouette. Et Et simplement, juste pour compléter la réponse, parce que tu me demandais aussi dans le quotidien comment ça se passe aussi, enfin la relation avec cet invisible, mais donc du coup, quotidiennement, je fais des pratiques. Quotidiennement, j'ai fait des pratiques dans lesquelles je médite et je fais des soins énergétiques pour d'autres personnes, pour les autres. Et en fait, le fait d'avoir commencé ça, mais il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, d'instaurer quelque chose, j'ai quelque chose un service que je propose, que j'appelle, enfin, c'est un soutien énergétique quotidien pendant 28 jours. Et donc, j'ai proposé ça aux personnes parce que, voilà, je me relie à toutes les personnes qui sont inscrites, enfin, qui sont dans leur période de 28 jours, quotidiennement, pour leur envoyer un soutien énergétique. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour me forcer, quelque part, à cette régularité dans ma pratique. Parce qu'avant, je me disais, allez, je vais faire quelque chose tous les jours, et puis, il y a des jours où je me réveille pas pareil, et puis il y a des jours où il se passe plein de trucs dans la journée, et puis j'ai pas le temps, et puis j'ai la flemme, et puis je repousse au lendemain, mais finalement, je fais pas. Et le fait d'avoir cet engagement pour d'autres personnes, parce qu'il y a des personnes qui payent pour recevoir ce service, et donc pour moi, c'est un engagement, bah, ça m'a permis, au début en tout cas, c'est toujours le cas, mais maintenant la motivation intérieure est beaucoup plus grande, elle est plus qu'elle était il y a quelques années. Maintenant, ça pourrait suffire, mais en tout cas, j'ai remarqué, enfin en tout cas pour moi, le faire quelque chose pour les autres est un moteur qui est voilà, qui vient rajouter tellement de force en fait, et quelque part m'obliger à faire ma pratique et à la faire de la meilleure manière possible. C'est marrant parce que ça me fait penser au yoga. Au début, j'aimais pas du tout le yoga. J'avais pas du tout envie de faire du yoga et j'en faisais pas au début parce que j'avais reçu le message du niveau du dessus de l'être fait du yoga. Et puis en fait, quand je dis que je suis pris quelque part et amené quelque part, c'est vraiment ça. C'est comme je fais des stages depuis 6 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes physiques. Il y a un manque en général de mobilité, de forme physique, de vitalité. Et donc, comme pour toi, c'était pour eux. Au début, je faisais le yoga pour les autres, dans le stage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais les gens se sont mis à adorer mon yoga. Et ils en voulaient tout le temps. Et donc, du coup, j'en ai mis maintenant tous les matins, quand il y a un stage, il y a le yoga, nous commençons par le yoga. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans après, l'univers m'a envoyé, m'a initié à la jouissance de l'étirement. On verra tout à l'heure, on va faire une petite démo. La jouissance de l'étirement, c'est quelque chose qui me donne envie de faire le yoga, parce que au début, c'est juste un bien-être, au début, c'est juste « Ah, ça fait du bien », mais à un moment, ça devient carrément une jouissance de l'étirement, avec l'expression de la jouissance. Ça n'a rien du tout de sexuel, hein, c'est vraiment une jouissance corporelle d'étirement. Et maintenant, je le fais, là, par exemple, même après les stages. D'ailleurs, vous avez un lien en descriptif de cette vidéo. C'est gratuit. Vous pouvez faire du yoga à Natman en direct ou en différé. Il y a 80 vidéos en différé. Hein. Et waouh! Et du coup, c'est un peu comme toi. C'est pour ça que j'interviens. C'est marrant. L'univers, en fait, nous fait faire des choses pour les autres et pour nous. À un moment, j'ai compris que le yoga, c'était pour Bibi, c'était pour moi et pas pour les autres. C'est un moment. Au bout de quelques années, j'ai compris. Et je suis beaucoup plus souple qu'avant. J'ai plus mal au dos. Et je suis content de faire du yoga. Je suis pas du tout à un niveau, comme certains yogis que j'ai rencontrés à Rishikesh. Hein, pas du tout. Mais c'est un yoga très spécial, unique au monde, où il est possible de disparaître en tant qu'identité relative pour rencontrer l'absolu dont tu parlais tout à l'heure, le niveau du dessus. Donc c'est un yoga vraiment de respiration, d'abandon, qui amène dans la présence dont tu parlais aussi. Voilà, dans la présence.
Ce que j'ai compris de ce que tu as dit. Et la non-dualité, Et la non-dualité, après, je vais te laisser me poser une question. Ce que j'ai compris, c'est que tes pratiques de guérison, toutes tes pratiques que tu as créées, amènent à s'aligner avec l'être, amènent à s'abandonner au niveau du dessus ou à l'absolu. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et après, avec un taux vibratoire qui monte, eh bien, pour toutes celles et ceux qui te suivent, c'est génial parce que la vie change. Hein, c'est ça? C'est ça. Et alors, j'apporterai juste une petite nuance. Je parlerai du niveau de conscience qui monte. La différence que je fais entre le niveau de conscience et le taux vibratoire, c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est la définition de la conscience? C'est la vision qu'on a du monde et de soi en premier lieu. Donc, avec un petit niveau de conscience, on est très, très identifié et c'est comme si tout ce qui est autour de nous, le monde, enfin tout ça, c'est de l'inconnu, on en a peur et on s'en méfie, puis on est tout petit. Puis on élargit sa conscience, on ouvre. C'est comme quand on prend l'avion, tu vois, on prend du recul par rapport aux choses, on prend de la perspective. Tout d'un coup, ah oui, d'accord, le monde est beaucoup plus vivable, on a un regard qui est beaucoup plus inclusif, et puis finalement, on embrasse beaucoup plus de choses qu'on finit par être. Et on finit par réaliser qu'on est beaucoup plus vaste, en fait. Et c'est ça, ce niveau de conscience. Donc, le niveau de conscience, c'est quelque chose qui évolue lentement. Alors, ça fluctue quand même. Hein. Il y a des moments, on a une difficulté, on n'arrive pas. À ce moment-là, on est plus identifié, mais globalement, en moyenne, c'est relativement stable et ça va en montant au cours de sa vie, au cours de ses vies. Et le taux vibratoire, lui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en dents de scie, parce que tu reçois, tu reçois un texto avec une bonne nouvelle, boum, tout d'un coup ça monte, et puis juste après t'as un petit truc, boum, ça redescend. Taux vibratoire, finalement, c'est pas super, c'est pas aussi important, mais c'est simplement que ça bouge tout le temps. Donc évidemment, quand on fait de la méditation, etc., le taux vibratoire monte et le niveau de conscience. Et ça aide à monter le niveau de conscience. Merci pour tes explications parce que j'avais jamais vu le détail taux vibratoire et le niveau de conscience, c'est vraiment son niveau de regard et de conscience qu'on a de soi, sa compréhension, le point de vue qu'on a du monde et de soi. C'est vraiment ça. Taux vibratoire, c'est un peu le niveau d'énergie. Est-ce qu'il y a des super énergies vibrantes ou est-ce que ça baisse? Mais ça, c'est tout le temps, ça bouge tout le temps. J'adore ton système, j'adhère parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé il y a quelques semaines, c'est que le niveau de conscience, il dépendait du sujet. Par exemple, j'ai des amis là qui ont un niveau de conscience super fort en physique quantique, contrairement à moi. Moi, j'ai un niveau de conscience important, admettons, en yoga, en méditation, en programmation de l'inconscient. Et en fait, ça peut être un niveau de conscience en cuisine, dans le potager, en natation, en ski. C'est vraiment par domaine le niveau de conscience pour moi. Et du coup, c'est chouette quand tu dis ça. C'est ma façon de voir le monde, mais il y a des sujets, en fait. Voir le monde sur tel sujet. Ça peut être la physique, ça peut être les mathématiques. Il y a des gens qui ont des niveaux de conscience très importants en mathématiques, par exemple. Je sais pas si ça. Je dirais pas niveau de conscience. Alors moi, je suis pas, enfin en tout cas, je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis. Enfin en tout cas, pas de cette manière-là. Disons que oui, il y a des niveaux dans plein de sujets, mais quand je parle, enfin en tout cas, à mon sens, c'est une expression consacrée. Quand on parle de niveau de conscience, il s'agit vraiment de niveau de la compréhension qu'on a de soi et du monde. Tu parles mais on peut pas parler de la compréhension, mais c'est automatiquement par rapport à ce référentiel-là. Mais après, effectivement, en mathématiques, en cuisine, en tout ce que tu veux, cette montée en niveau, on peut la constater, évidemment. Plus tu travailles dans un sujet, donc ça peut être le ski, ça peut être la cuisine, mais ça peut être aussi la conscience. Et plus on va développer cette ouverture en fait. Et Alexandre, je voulais te poser une question parce qu'en t'entendant, donc tu nous parles, enfin voilà, toi c'est vraiment le yoga, donc je constate, je ne savais pas qu'en fait ton yoga c'était ton yoga à toi. Il y a plein de types de yoga qui existent, qui viennent de lignées, etc. Donc des yogas qui sont avec des philosophies complètement différentes. Il y a des yogas qui vont être
ultra dans la matière, des yogas qui vont être ultra là-haut. Il y a ceux qui... Bon, bref. Et toi, tu as ton propre yoga inspiré qui, chaque jour, est nouveau, en fait, si je comprends bien. Hein. Il est vivant. Ouais, il est vivant. Ouais, c'est ça. Et ben ça, c'est vraiment chouette. Et c'est magnifique de voir ça. Et je voulais te parler de Shaktipat, d'initiation Shaktipat, Kundalini. Est-ce que tu peux te détailler? Parce que je pense que ça, c'est des choses que, voilà, à mon avis, il y a peut-être pas mal de gens qui n'ont pas forcément relevé ou alors qui ont relevé, mais à qui ça parle pas forcément. Oui, c'est vrai que moi, j'ai visité le monde plusieurs fois, en Inde, en Amérique du Sud, un peu partout. J'ai pas vu tout le monde non plus. Mais dans ce secteur de spiritualité, c'est un peu mon dada, c'est ce qui me plaît. Comment les gens s'éveillent un peu partout dans le monde, entre guillemets. Comment ils se connectent l'absolu, le divin, l'amour. Et Shaktipat, en fait... alors déjà, d'un point de vue historique, l'Inde... Donc pas les Indiens d'Amérique du Nord, hein. L'Inde, depuis des milliers d'années, ont une culture, une philosophie, une conscience en fait de ce qu'est l'éveil, la réalisation du soi et du non-soi. Vers le Bouddha, par exemple, mais aussi avant tous les sages de l'Inde. Quelque chose que nous n'avons pas en Occident. Hein, c'est important de le signaler, et qu'il n'y a pas non plus en Amérique du Sud. Et qu'il n'y a pas en Mongolie. Mongolie, c'est le chamanisme. En fait, en étudiant ça, et moi je me suis rappelé des vies parallèles, évidemment, eh bien, vous pouvez en étudiant, hein, il y a plein d'ouvrages, il y a plein de vidéos et de sites, vous avez le concept de chakra, vous avez le concept de Kundalini, avec Ida, Pingala, vous avez le pranayama, vous avez des technologies, en tant qu'informaticien et ingénieur, moi j'appelle ça des technologies, ce sont des technologies d'éveil. Qu'est-ce que c'est une technologie d'éveil? C'est une technologie liée à des pratiques en général qui vont permettre de monter en conscience, j'espère que c'est le bon terme, ou de monter en vibration, ou en tout cas de libérer le corps des tensions et de vibrer différemment. C'est des choses qui existent depuis des milliers d'années. La Kundalini, c'est l'énergie de vie qui est potentiellement dans le premier chakra qui peut s'ouvrir grâce au yoga notamment, hein, et grâce à mon yoga, pour passer du premier chakra au 7e. Quand il arrive en haut, quand elle arrive en haut, l'énergie de vie, vous avez la réalisation du soi qui apparaît. Et puis après, il y a d'autres choses qui apparaissent. Donc c'est vraiment technique, c'est très documenté. En 2010, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éveil, j'ai lu tous les livres sur le sujet. Il y en avait 26 en anglais. Et il n'y avait rien en français quasiment, pas grand-chose. J'ai tout lu et après, j'ai décidé de faire l'initiation. Alors, le problème de l'initiation, à l'époque, moi, j'avais peur de tout. Donc, j'avais peur des sectes, j'avais peur des manipulations. Et donc, du coup, il fallait que ça soit gratuit et à distance. Et j'ai réussi à trouver un ingénieur, d'ailleurs, c'est marrant, un ingénieur des ponts et chaussées indien à New Delhi, avec une femme, 2 enfants, mais vraiment quelqu'un de tout à fait ingénieur des ponts et chaussées, quoi, en Inde. Donc, et qui faisait ça en plus de façon artisanale. Et donc, il m'a fait l'initiation. Shaktipat, c'était un éveil de Kundalini. Et ensuite, c'était quand j'étais en stage il y a quelques années, c'était Pilote Baba qui m'a fait une autre initiation. Il est décédé depuis plus de 80 ans. Et là, c'est vraiment un sage de l'Inde. Il y a des démonstrations sur Internet. Il pouvait rester enfermé dans un aquarium plusieurs jours sans respirer quand il entrait dans des états de samadhi. Ça peut sembler un petit peu bizarre, mais il y a des gens comme ça qui existent. Hein. En Inde, j'en ai rencontré, qui ont des capacités véridiques de partir dans des états modifiés de conscience où ils disparaissent. Donc ça, c'est assez connu dans l'hindouisme et dans le bouddhisme tibétain aussi. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire un peu. Après, ça devient un peu technique. En tout cas, mon yoga va aider à éveiller la Kundalini, à libérer en fait toutes les tensions du corps, puisque la colonne vertébrale, nous la tordons entre guillemets, nous l'étirons devant, derrière, à gauche, à droite, plus des torsions. Donc ça, c'est classique dans tous les yogas. Et là, il y a un abandon et des respirations au fur et à mesure de ce yoga. Enfin, c'est à tester, hein, c'est gratuit. C'est dans le lien en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire. D'ailleurs, on a mis ça sur toutes les chaînes. Hein. Il y a 2 choses. Il y a 8 pages gratuites de l'oracle d'Alexandre et le yoga. On a mis 2 liens au moins dans chaque descriptif de vidéo.
Je sais pas si je réponds, Ivan. Oui, complètement. Je te remercie beaucoup. Et en fait, j'ai envie peut-être de rajouter. Enfin, tu me dis si c'est juste, parce qu'en fait, la façon dont je comprends les choses. Donc, tu as eu ces initiations de Shaktipat. C'est quelque chose qui se fait sur l'énergie de la Kundalini. Donc, hop, l'énergie de la Kundalini qui vient libérer tout un tas de trucs. Et puis, moi, ce que je comprends, ce que je sais de la Kundalini, c'est que quand tu as une montée comme ça, il peut y avoir des montées spectaculaires. Et voilà, quand c'est des choses spectaculaires, ça veut dire qu'il y a plein d'énergie qui se libère en fait. Et donc toi aujourd'hui, cette énergie de Kundalini, c'est en lien, d'après ce que je comprends, avec une grande sensibilité dans le corps. Toi, les choses, tu les vis beaucoup à travers le corps. C'est tout le monde, hein. Tout le monde. Mais non, je veux dire, tu as une sensibilité ultra forte. Tu disais tout à l'heure, tu fais un étirement, tu as une vraie jouissance, physique. Oui. Tu as une sensibilité puissance 1000 par rapport à une personne ordinaire. Et en fait, oui, vous allez avoir une démo, mais vous avez aussi des démos à chaque fois que je fais 1h30 de yoga. En fait, c'est les plantes chamaniques en Amérique du Sud qui ont démultiplié ma sensibilité. Parce qu'en fait, je suis pas que sur l'hindouisme, je m'intéresse beaucoup aussi au chamanisme, aux guérisseurs, en fait. C'est plutôt des guérisseurs d'ailleurs, parce que les chamans, c'est Mongolie. Les guérisseurs d'Amérique du Sud, avec les plantes sacrées, notamment l'ayahuasca, et plus de 600 cérémonies, c'est ça qui a démultiplié mes sens. Donc c'est plutôt là que ça s'est passé. C'est la partie un peu antéogène, où là, toute personne qui fait des cérémonies de façon sécurisée, pas avec n'importe qui, hein, ça peut être dangereux, eh bien, ça permet de démultiplier les sens et la conscience. Donc ça augmente, voilà. Et après, il y a il reste quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis très sensible du nez. Je supporte pas du tout les fumées de cigarettes, les parfums. Les ondes électromagnétiques, ça me fait rien, par contre, tant mieux, heureusement. Ça, c'est vachement pratique pour un ingénieur en informatique. Et donc voilà, en fait, c'est un entraînement. Au début, le yoga, je savais pas que ça existait, la jouissance de l'étirement, et je faisais pas du yoga pour ça. Et c'est progressivement, à force de canalisation, que ce yoga vivant montre en fait de quoi il est capable. Tu vois? Et je rajoute, ce que tu partages, c'est quelque chose. C'est ton expérience. Oui. Je dis juste peut-être pour pas que les personnes se disent que c'est une règle générale que les plantes démultiplient, vont changer, transformer la vie quand on et démultiplier cette sensibilité pour chacun. En tout cas, ça fait partie de ton expérience à toi, et c'est comme ça que t'es fait, et ça c'est magnifique. Mais je ne pense pas que ce soit une règle générale. Oui. Et puis je précise aussi que je suis pas un gourou et que j'ai pas une vérité, et que mon but n'est pas du tout de mettre des vérités dans la tête des gens, mais plutôt d'aider chacun à se libérer de tout et d'aller justement, comme tu le dis, en fonction de son rythme et de ses ressentis. Hein. C'est vraiment vraiment important. Mais je peux pas ne pas répondre à cette question. Voilà. Moi, j'ai juste répondu à la question comment c'est arrivé l'hypersensibilité. Je suis honnête, ça vient par les plantes sacrées. Principalement, même si la Kundalini aussi a aidé, mais je suis sur plusieurs voies d'éveil en même temps, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je demande à chacun d'avoir le discernement, hein, que ce soit avec l'initiation Shaktipat aussi, que les guérisseurs ou chamans. En spiritualité, vous verrez qu'il y a de tout. Donc, chacun avec son discernement, faites attention à comment vous vous sentez avec les personnes qui partagent des choses, hein, parce que voilà, que ça soit Shaktipat, que ça soit les plans sacrés, c'est pareil dans tous les domaines. Il y a un discernement important à avoir et bien ressentir en soi. De quoi vous avez envie? Est-ce que vous vous sentez prêt? Je vous déconseille fortement de vous forcer à quoi que ce soit. Moi, ma recommandation, c'est plutôt accueillir en vous, dans votre corps, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et si un jour vous avez des choses qui ont envie, étudiez le sujet. Je reste ingénieur télécom et rationnel, Ivan. Même en spiritualité. Je le suis tout autant, et je vois une grande logique dans toute la spiritualité, en fait. Hein. Et pour moi, c'est rigolo, parce que dans mon parcours et dans mon ouverture et dans ma propre réalisation,
J'ai jamais été choqué même, au moment, même tout au début, alors que j'étais comme toi, hein, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Alors, on me parle d'énergie subtile, j'étais là, wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Exactement comme toi, en fait. Hein, je débarquais complètement et j'y croyais pas. Puis pour moi, c'était des charlatans, ceux qui parlaient de ça, etc. Et pourtant, au bout d'un moment, je me suis, bon, j'étais ouvert quand même, hein, accepter le truc, et puis curieux. Puis en fait, je vois qu'il y avait rien qui venait contredire ma logique cartésienne, en fait. Que tout ça, ça obéit à des règles, il y a des choses. Enfin, pour moi, c'est très logique. Au final, c'est simplement pas tout à fait le même référentiel que celui qu'on utilise uniquement dans le monde 3D. Il y a d'autres règles, mais les choses restent très, à mon sens, je vois beaucoup de logique dedans, en fait. Et même que de la logique, donc je suis pas choqué. Enfin, en tout cas, voilà, ça n'a pas du tout choqué l'ingénieur que je suis. Puis toi, pareil, visiblement. Et c'est vrai que, et puis après, peut-être on va commencer à la partie méditation. C'est vrai que je resterai toute ma vie cartésien, rationnel, hyper rationnel, parce que je suis câblé comme ça, dans la logique. Et c'est ce qui m'a permis, lorsqu'il y a eu la réalisation du non-soi, donc cette réalisation en février 2021, que le je n'existe pas, et ben là, la logique et l'informaticien et le rationnel et le mental étaient très utiles pour modéliser l'expérience. Parce que c'est pas quelque chose de facile à vivre. Quand c'est arrivé, alors je savais même pas que ça existait, il y a eu des peurs, notamment la peur de la folie, qui est revenue régulièrement ces 10 dernières années, 14 années. Et la peur de la folie, qui arrivait, je n'existe pas, donc je suis fou. Et ben, c'est tombé par terre. Et il n'y avait plus personne pour rattraper la peur, curieusement. C'est-à-dire que les peurs, si vous les laissez tomber, eh ben, elles disparaissent au sol, elles disparaissent dans la terre, dans le Gaïa. Vous n'êtes pas obligé d'attraper toutes les peurs et de vous en faire un manteau ou un personnage. Donc ça, c'est pour donner une parenthèse sur ce qui s'est passé le 21 février. Donc c'est là où j'adore ce que tu fais, Ivan, et on est super compatibles. C'est ce côté rationnel. Je ne crois en rien, mais je ne vais pas être dans le déni de mon expérience. Et c'est ça qui est important, à mon avis, qui nous rejoint, parce que c'est des expériences assez bizarres, évidemment, qui sont pas documentées, qui peuvent entraîner tout un tas de mauvaises compréhensions si je ne fais pas attention. Et c'est ça où c'est chouette d'être ingénieur, c'est que les ingénieurs, ils ont aussi le droit de réaliser le soi, le non-soi, de faire des livres, de modéliser, sans dire qu'ils ont une vérité, mais essayer d'expliquer ce qu'ils ont compris. Tu vois. Donc c'est ça qui est sympa. Et puis chacun explique avec ses mots et ça va toucher les gens que ça doit toucher. Et des mots que j'utilise moi vont toucher des personnes. Et toi, t'expliques la même chose avec tes mots, ça les touchera pas pareil et vice versa. Et donc voilà, c'est chacun a sa propre expérience, sa propre vérité et ses résonances aussi avec différentes sources d'inspiration. Mais c'est pour ça que c'est bien les interviews croisées, parler des thèmes comme ça, de façon ouverte. Et c'est bien de ne pas être d'accord aussi, parce que je suis tout à fait contre la pensée unique. Ça amène vraiment dans le mur à tous les coups la pensée unique. La richesse de nous en tant qu'humains, c'est justement d'avoir plusieurs perspectives sur une réalité. L'éléphant, il y en a un qui va toucher, qui va dire « Ah, mais c'est la queue », l'autre, c'est une oreille, l'autre, c'est une patte, mais l'éléphant, lui, c'est l'éléphant, il s'en fout. Et c'est à nous de toucher l'éléphant et de dire, moi j'ai trouvé que la patte, elle m'a marché dessus, ça m'a fait mal. Et un autre, il va dire, mais non, l'éléphant c'est doux, regarde l'oreille. C'est ça qu'on fait en fait, c'est partir du principe que l'éléphant, il faut qu'on soit plusieurs à le voir. Tu vois ? C'est ça. Ou alors que le niveau de conscience monte, comme ça on peut voir l'éléphant en entier. et donc voilà, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est se dire, nous humains, nous avons un morceau de la vérité, si tant est qu'il y en ait une, et en fait, partageons ce que nous avons compris. C'est vraiment ouvert. Alors qu'avant, ça pouvait être très fermé, en fait, la spiritualité. Et là, voilà. Moi, je suis plutôt dans cette lignée de, j'ai pas de vérité, je partage ce que je fais. Et puis, le seul truc qui m'intéresse, c'est est-ce que ça vous fait du bien ou pas. Si ça vous fait du bien, continuez. Si ça vous fait pas du bien, arrêtez. C'est vraiment d'une simplicité pragmatique d'ingénieur, ça. Ça marche pas.
Tu vois, c'est pas compliqué. Ouais, non, mais il faut s'écouter. Et juste pour, voilà, pour compléter ce que tu as dit, il y a plein de voies, il y a plein de voies spirituelles. C'est sûr, en fait, toutes les religions, c'est tout autant de voies spirituelles. Il y a plein de types de yoga, c'est tout autant de voies spirituelles. Puis il y a la voie de la réalisation, puis il y a la voie de l'ascension, puis en fait, il y en a plein des voies. Et en fait, sans le savoir, enfin, on peut même, sans être conscient, on monte quelque part, mais on n'est pas forcément conscient qu'on suit une voie ou des voies. Hein. Les choses peuvent se faire en parallèle, elles sont pas incompatibles, mais au bout d'un moment, mais assez haut, ces voies se rejoignent parce qu'elles mènent toutes, ou en tout cas, elles peuvent toutes mener au même point. Donc là, on est très très haut en niveau de conscience, mais en tout cas, c'est des moyens finalement. Et donc, il n'y en a pas qu'un de moyen. Donc, par exemple, voilà, il y a le chamanisme, c'en est une, avec les plantes, c'en est une aussi, etc. Et bon, on a tous, où on trouve tous ses propres affinités avec une ou quelques voies. Et c'est dans ces voies qu'on peut progresser et avancer plus. Enfin voilà, et avancer et trouver, et se réaliser toujours davantage. Ça me faisait rire quand tu disais elles amènent tous au même point. Et en fait, moi, je recevais elles amènent tous à l'endroit non localisé, entre guillemets. Le danseur ou l'absolu. C'est depuis ce non localisé, alors après on rentre dans physique quantique, que est manifester notre réalité. Mais c'est vrai que toutes les voies amènent vers le non localisé. C'est ça qui est amusant. Cette idée qu'il y a des choses comme la conscience qui n'est pas localisée et qui crée par contre ce beau jeu vidéo où nous sommes. Voilà, ça me faisait penser à ça. Je ferme la parenthèse. Et oui. Et en tout cas, moi, je suis hyper content qu'on aille faire ce voyage dans l'absolu, dans cette non-dualité où l'identité disparaît. Oui, pour mieux revenir. L'idée, c'est pas de se percher et fuir la réalité. Attention, c'est un yoga et ce qu'on fait, c'est pour mieux choisir votre personnage, choisir chaque détail de votre réalité. Vous ne pouvez pas modifier ce que vous êtes sans sortir de ce que vous êtes. Donc ça, c'est de la physique. Hein, c'est Einstein qui disait, quand vous avez un problème, allez au niveau du dessus. Eh bien, sortir de l'identité relative, c'est aller au niveau du dessus pour mieux choisir l'identité plutôt que de vivre l'identité de vos parents ou l'identité que les parents ont créée pour vous. Hein. Pour simplifier, ça revient un petit peu à ça. Voilà. On commence alors, ça te dit? Eh bien, écoute, ça me va bien. Un peu en programme. On peut peut-être prendre juste une minute pour que chacun se mette dans les bonnes conditions. Donc, tu as peut-être des recommandations à faire par rapport au yoga, aux postures, au matériel qu'il faut. Moi, je dis juste, prenez tous. Alors, prévoyez un petit plaid pour la partie où on va plus bouger après le yoga. Prévoyez aussi de l'eau à côté de vous. Il faut pas mal s'hydrater après coup. Et puis voilà, assurez-vous d'être dans un endroit calme. En tout cas, d'avoir le moins de nuisances possible. Et puis, bon, s'il y en a, on passera au-dessus de toute façon dans cette absolue. Je vais chercher ce qu'il me faut. J'arrive tout de suite. Yes. J'en ai pour 30 secondes. En attendant, je vais répondre à qu'est-ce qu'il faut pour travailler. Alors, ça peut être en tout cas pour le yoga. Attendez, j'en ai un là. Un masque à mettre sur les yeux. Voilà, un masque quand vous prenez l'avion. Ça permet de s'immerger dans le noir. Ça permet d'aller à l'intérieur. Et ça permet vraiment d'avoir un effet. Donc ça, c'est ce que je recommande pour mon yoga. Là, vous pouvez le faire les yeux fermés, mais si vous avez ça à côté de vous, ça peut être sympa. Je recommande de pas forcer. Hein, pour la partie yoga, on va faire quelques minutes d'étirement très simple, assis. Ne pas forcer, pas de douleur. Faites ce que vous pouvez, surtout si vous en faites jamais. Et ça va préparer le corps à la méditation. Donc, on va faire en 2 petites étapes. Quelques mouvements, en fait, quelques étirements, et après la montée vibratoire, la montée du niveau de conscience. Voilà. Donc voilà, si vous avez un truc comme ça, vous pouvez le prendre. Et puis
Voilà, c'est s'abandonner. Si vous avez des problèmes de cervicales, ne mettez pas la tête en arrière. Voilà, c'est important. Si vous avez des problèmes de cervicales ou si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin. Il ne s'agit pas de se faire mal, puisqu'il y a certaines postures où la tête est en arrière, tête est en avant. Donc, si vous avez des fragilités, ne faites pas. Hein, pas de risque aussi. Voilà, c'est ça, c'est le discernement, bien sûr, et la sécurité. Ivan, c'est bon? T'es prêt? C'est parfait pour moi. Je montre quelques petites postures simples assises pour tout le monde. Et puis après, on fait la méditation guidée. Moi, je ne vais pas pour très longtemps. Hein. 5, 8 minutes, un truc comme ça. Ça va? Ça, c'est pas trop long. Parfait pour moi. Ouais, puis ouais, c'est très bien. Ça va nous préparer. Oui, ça va. C'est vraiment préparé. Et puis, c'est un chemin en soi. Et après, je poursuivrai avec ma propre façon de faire et ça va être riche. Exactement. Alors, dans ce yoga, nous allons aller dans la jouissance de l'étirement. Et chez moi, c'est sonore. Ça fait partie du yoga d'accepter d'exprimer la jouissance. Ça n'a strictement rien de sexuel, hein, je préviens. La jouissance n'est pas sexuelle. Elle est aussi dans l'étirement. Elle peut être dans un goût, dans un visuel. Elle peut être dans plein d'endroits. Et si vous faites du tantra, vous allez vous rendre compte qu'il y a des jouissances vraiment un peu partout dans le corps. Ok. Eh ben, commençons. Je vais mettre le bandeau. Je regarde l'heure un peu. Comme ça, je vais aller vraiment bien à l'intérieur, comme ça. Je montre et en même temps, je vous entends. Donc vous, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas forcément besoin de mettre le bandeau tout de suite ou voilà, vous pouvez enlever, remettre le bandeau. Alors, j'y vais, Ivan? Tu peux y aller. Alors, nous allons tout doucement nous poser en position, si possible, assise, demi-lotus ou lotus. Faites comme vous pouvez. Et nous allons commencer par faire un ham au niveau du premier chakra, au niveau du périnée. Les mains sont sur les genoux, les doigts écartés, la face vers le ciel. Et nous allons ensemble faire un grand ham au niveau du périnée, au niveau du premier chakra. Inspiration. Inspirez au maximum, c'est important. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. À l'expiration, l'air sort des poumons et je lâche, ça lâche, ça lâche. Je disparais même pour ceux qui sont habitués. Laissez pleurer. Alors, dans ma pratique, nous avons des mantras à dire. Il y a juste à dire à haute voix, je libère dans la lumière et dans l'amour. Et je vais dire quelques phrases et vous aurez juste à dire je libère dans la lumière et dans l'amour. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes inconscients, mémoires qui m'empêchent de vivre pleinement toutes mes émotions. Dites avec moi, je libère dans la lumière et dans l'amour. Voilà, laissez pleurer, je sens qu'il y a des émotions. Voilà, c'est important parce qu'en fait, il pourrait y avoir des émotions dans notre yoga suite à la détente. Et nous allons commencer par monter les bras, les mains montent. J'inspire. 1, 2, 3. Et les bras en croix. Je vais étirer et expirer. Ah, moi, ça crée une jouissance et une euphorie. Je tire à gauche et à droite. Je tire bien à gauche et à droite. Au niveau des mains. Ah, j'inspire. Et je tire. Et je relâche les bras. Je relâche tout. Nous allons commencer par laisser la tête tomber en avant et ensuite on fera en arrière. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche la tête par en avant.
Tout doucement, la colonne fait un dos rond. Et je descends, je descends, je descends la tête. Les mains peuvent être sur les cuisses. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. J'expire, 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 j'expire. Ça lâche, ça lâche, ça lâche. Pas de douleur. Si ça fait mal, arrêtez tout. C'est juste tout doucement. Je lâche, j'inspire. Et je lâche tout. Et je lâche, je lâche, je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche. Tout doucement, depuis le bas du dos, je vais remonter la colonne vertébrale. Je suis bien droite, bien droit. La tête en face. Je monte les mains. Et seulement si vous n'avez pas de problème de cervicale, inspiration, et la tête va partir en arrière, posture d'abandon. 1, 2, 3. Ah. Ah, oui, gratitude. Je lâche, je lâche, je lâche, j'expire. La mâchoire se relâche. Ah. Ici, ça crée une euphorie, un rire, car la Kundalini monte au niveau de la colonne. J'inspire par le nez. 1, 2, 3, je lâche tout. Ah. Les mains soutiennent le bas du dos. Nous entrons dans une des postures des 5 Tibétains. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. J'étire la colonne. Je peux ressentir une jouissance de la colonne. Voilà, pas de mouvement brusque. Tout doucement, douceur, gentillesse. Si vous avez des doutes, ne faites pas. Et si ça rote, c'est normal. 1, 2, 3, je lâche tout. Et nous revenons tout doucement, depuis le bas du dos, vertèbre par vertèbre, en position, voilà, verticale. Nous allons maintenant tourner la tête. Nous allons faire des ronds avec le menton. Et nous allons tourner, tourner, tourner la tête. J'inspire. 1, 2, 3. Et j'expire dans un sens. Ah. Ça crée une jouissance de l'étirement dans le cou. J'inspire. Ah. Et ensuite, il y a une euphorie, une extase. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Ah. Oui, gratitude, le cœur s'ouvre. J'inspire et je tourne dans l'autre sens. 1, 2, 3. Ah. Incroyable. Simplement, l'étirement du cou procure une jouissance extrême. À qui sait s'abandonner. Nous pouvons dire d'ailleurs les mantras. J'associe la jouissance et l'étirement. Dites avec moi, j'associe. À haute voix, j'associe. J'associe l'abandon avec la jouissance et l'étirement. J'associe. Dites avec moi, j'associe. Nous reprogrammons le cerveau pour apprendre à nous abandonner, à lâcher prise, à disparaître. Et nous pouvons dire aussi, je disparaît. Oui, ressentez dans le cœur, il y a une joie. Ça apparaît. Oui, quand je disparais, le relatif, ça apparaît. L'absolu. Ah. Et je reviens en position verticale. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et on a presque fini. Alors, en demi-lotus si possible ou assis, les mains vers le ciel sur les genoux, les doigts écartés. Nous allons imaginer des rayons de lumière qui viennent du cosmos et qui entrent dans les mains. Laissez pleurer, il y a une émotion.
cette lumière d'amour entre dans les mains, va dans les avant-bras, arrive dans la colonne vertébrale, redescend au niveau du périnée, au niveau du premier chakra, et repart dans la terre. Oui! Et nous allons faire un grand home d'amour pour terminer cette petite initiation. Grande inspiration et un home d'amour. Je relâche tout, j'expire. Pour terminer, je vais canaliser un son. C'est ce que je fais le dimanche pendant nos ateliers d'éveil et de transformation. C'est tous les dimanches, c'est gratuit. Il y a juste à écouter. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Depuis le cœur. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Voilà, mais je passe la parole à Ivan, qui va poursuivre notre méditation. Je coupe mon micro. Merci, Alexandre. Et vous allez rester dans cette posture, le dos droit, tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités restent détendus. Et puis, vous allez focaliser votre attention sur votre respiration. Sur le mouvement de votre respiration. Et le mouvement de votre respiration se fait dans une colonne de lumière, dans votre colonne de lumière, une colonne verticale qui englobe votre respiration, vos chakras, votre colonne vertébrale, une colonne de lumière qui va de quelques mètres sous vos pieds à quelques mètres au-dessus de votre tête, qui est pleinement vivante et dans laquelle vous respirez. Et puis, vous pouvez prendre conscience de toutes vos énergies qui sont tout autour de vous,
tout autour de cette colonne de lumière. Ces énergies qui sont dispersées. Et on va ramener ces énergies dans notre colonne de lumière. Et on va commencer avec les énergies du masculin et du féminin. Et vous allez simplement par votre intention venir rassembler ces énergies dans votre colonne verticale de lumière. Et toutes ces énergies dispersées dans tout l'espace autour de vous viennent se ranger et viennent se dissoudre dans votre colonne verticale de lumière. Et puis vous allez ramener avec votre intention l'énergie de vos émotions. Et vous venez les rassembler dans votre colonne de lumière. Cet axe vertical qui vous traverse. Et ainsi, toutes ces énergies qui étaient autour de vous se retrouvent dans cette colonne de lumière où elles peuvent être transcendées. Et on ramène l'énergie du mental, l'énergie des ruminations, des regrets, l'énergie du passé, et puis l'énergie du futur, de ses projections, des fantasmes, des projets, des idées. On ramène toutes ces énergies dans cette colonne de lumière. Et puis toutes les autres énergies, de la même manière, on vient les rassembler dans cette colonne. C'est ainsi que toutes les énergies se retrouvent transcendées dans cette colonne. Toutes ces énergies qui étaient sur le plan horizontal tout autour de vous sont toutes rassemblées ici dans ce faisceau vertical et sont transcendées dans cette colonne de lumière. Cette colonne de lumière qu'on peut appeler colonne de présence. Parce que peut-être remarquez-vous que vous avez changé d'état, que les pensées ne sont plus là. S'il y a des pensées, vous pouvez les remettre dans cette colonne, que tout devient calme, et que vous êtes dans un espace, l'espace qui contient les énergies. Un espace au-delà des énergies, beaucoup plus vaste,
qui contient les énergies ainsi que tout le champ de la présence. Et puis vous pouvez continuer. Nous allons tous ensemble continuer à monter dans notre colonne de lumière, monter en conscience, densifier cette présence, pour arriver dans un espace de je suis, de la présence je suis, une présence calme, immobile, silencieuse. Et vous pouvez rester là. Si des choses vous passent par la tête, vous pouvez les replacer dans votre colonne de lumière et revenir ici, à cette présence je suis. C'est une présence individuelle. Et dans ce je suis, vous vous découvrez, expérimentez beaucoup plus vaste. Et puis vous allez continuer cette ascension dans votre colonne de lumière pour aller dans l'espace au-delà de la présence. Autour de la présence se trouve un espace immensément plus vaste. Nous nous rendons dans cet espace. C'est un espace dans lequel il n'y a rien. Un espace de vide. Un espace dans lequel votre présence individuelle s'est fondue et a disparu. Et vous goûtez à ce rien. À cet absolu. Cet espace dans lequel vous pouvez vous reposer. C'est l'utérus de l'univers. L'espace depuis lequel les choses sont créées. Et vous pouvez vous y déposer totalement.
il est plus facile d'être dans cet espace que dans la présence je suis. Ça demande moins d'efforts de n'être personne que d'être quelqu'un. Et vous vous fondez dans ce vide. Vous vous y déposez entièrement. Et puis nous allons prendre le chemin du retour, redescendre pour revenir dans cet espace de présence individuelle, je suis, et vous retrouver dans cet espace de présence silencieuse et vaste. Et puis revenir à l'espace qui contient les énergies, le début de la présence à ce qui est. Et puis vous allez vous reconnecter à votre colonne de lumière, à vos chakras, votre colonne vertébrale, votre respiration. Et puis reprendre contact au travers de vos sens avec votre environnement. Bien réhabiter votre corps. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous masser le corps et je vous invite à boire de l'eau, à bien vous hydrater pour revenir pleinement dans votre corps.
Merci. Merci. Gratitude. Ça fait tellement de bien que j'ai pas envie de revenir. Ah ouais. Ça ouvre le cœur. Un bain d'absolu. Un bain d'amour aussi. Ouais. C'était voilà, pour ceux qui me connaissent, enfin qui me découvrent ce soir, ou même ceux qui me connaissent, mais c'était pas du tout un soin énergétique. C'est ce que j'appelle une transmission de niveau de conscience. Où on a fait ce voyage dans la non-dualité, donc dans l'absolu, en tout cas ce premier niveau d'absolu qui est déjà immensément beau. Et le fait de faire ce voyage, cette transmission vient paver le chemin pour retourner dans cet espace. Et on met quelques pavés sur ce chemin à chaque fois qu'on vit une transmission. Et il devient ensuite de plus en plus facile, de plus en plus rapide de retourner dans cet espace qui s'intègre pour ensuite vraiment faire partie de votre quotidien. Gratitude, merci beaucoup. Merci pour tous les commentaires. Anna, moi aussi, je voulais pas revenir. Alors ça, je suis obligé de me faire violence pour revenir. Je crois que je vais venir à tes méditations du mardi. Hein. C'est le mardi, Ivan. Hein. Oui. En fait, c'est ça. Alors, tous les mardis, je fais un soin. Alors, c'est un soin énergétique. Je le fais une fois par mois en direct sur YouTube. Le reste du temps, ça se fait via l'énergie. Alors, les soins énergétiques, c'est vraiment quelque chose aussi. Hein, c'est différent. Les soins, on fait vraiment du nettoyage énergétique. Donc là, on se libère de plein de trucs. Au niveau des sensations, ça peut être vraiment beaucoup plus fort. Parce que là, dans la conscience, il n'y a pas nécessairement de sensation. C'est simplement juste le voyage intérieur. Et où on pave la route vers la présence, vers la non-dualité. C'est vraiment pour avancer. Enfin voilà, c'est un autre moyen d'avancer sur le chemin d'éveil qui est complémentaire avec les soins et les nettoyages. Et donc ce type de choses, de transmission qu'on vient de vivre, ça, je fais ça au sein de ma communauté privée qui s'appelle les Consciences Lumineuses. Et on a 3 rencontres par mois en direct sur Zoom avec ce petit groupe de personnes que j'accompagne. Et tout le monde peut rejoindre, évidemment. Hein. Il n'y a pas de prérequis, simplement la motivation, l'envie, l'élan de rejoindre ce groupe d'accompagnement à l'éveil. Et il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo et dans les emails que je vous envoyais, il y a aussi le lien. Donc, n'hésitez pas à tester. J'avais envoyé un email avec cette émission où il y a plein de liens avec plein de cadeaux. Voilà, moi aussi, Régine, j'ai pas envie de revenir. Parce qu'en fait, ça crée beaucoup de bien-être dans le corps. Et du coup, il y a quelque chose qui dit pourquoi je partirais du bien-être. Tu vois, il y a un côté un peu génial. Vraiment, merci, Ivan. Gratitude pour merci. Merci à toi, Alexandre. C'était vraiment une belle découverte. Et tu vois, je réalise que je suis
Ça fait vraiment du bien, en fait, de travailler avec le corps. Ah bah oui. Donc, Et quelque chose que je... rien vu par rapport au yoga. Fais une session complète d'1 heure, c'est 1000 fois plus que ça. Hein. Là, c'est un échantillon. J'en doute pas, j'en doute pas. Et c'est vrai que c'est un outil que j'ai tendance à parfois un petit peu oublier, le corps. Alors évidemment, il est toujours là, mais en tout cas, j'ai des périodes pendant lesquelles je pratique les 5 tibétains ou quoi, mais Super. c'est par période, et c'est vrai que ça fait un petit moment, enfin en tout cas ça doit faire depuis l'été que j'ai pas fait ça, et ça fait du bien. Mais comme toi, je devrais faire, voilà, si je veux vraiment le faire dans le quotidien, il faut rajouter une dimension, le faire pour les autres. Exactement. Ça me forcera. C'est comme ça qu'ils m'ont eu, Ivan. Mais j'ai mis des années à m'en rendre compte. Hein. Ah non, mais va faire du yoga, ça va les aider, tous tes clients. Ah ouais, et après, ah mais en fait c'est pour moi. Bah oui, évidemment, il n'y a que toi. Mais oui, C'est la grande blague. c'est comme ma Bah pratique quotidienne, c'est pareil, c'est exactement le même scénario, et c'est trop rigolo. Et donc finalement pour ça, bah oui, c'est sûr que ça m'aide tellement, ça m'a tellement ouvert des portes, et créer des raccourcis en moi, pour que les choses aillent plus vite, plus profond. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et ce que je reçois, c'est que ça sera sympa aussi en présentiel, quand tu feras tes stages ou des événements où ensemble il y aura une salle avec plein de personnes qui feront cette méditation pendant 1 heure. Là, ça va être très très intéressant aussi. En présentiel, ça sera démultiplié, tu vois. C'est ça que je fais en stage. Les personnes viennent en stage. La méditation du dimanche, on l'a fait ensemble. Il y a une vingtaine de personnes ici et 70 à distance. Et vraiment, ça rajoute une dimension, le côté physicalité, que je canalise en direct. Hein. Complètement, et ça c'est prévu, je vais faire ça à Versailles pour un événement auquel je participerai, et organisé par la chaîne YouTube de Gaïa Méditation. Voilà, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le lien. J'ai posté une petite vidéo dessus, vous trouverez le lien. En tout cas, voilà. En physique, c'est prévu au moins cette fois-là, ce sera en fin avril prochain. Mais évidemment, c'est quelque chose que j'aspire à développer, des rencontres, des événements en présentiel, parce que c'est évident que ce lien, il est important. Ah oui, très important. Et il me nourrit dans ma communauté privée, les consciences lumineuses, c'est du lien Zoom, donc on se voit en vidéo, les gens parlent, on échange, etc. Il y a vraiment cette proximité, qui est là, mais voilà, en physique, c'est encore autre chose, quelque chose que qui se développera régulièrement, enfin qui se développera progressivement pour moi en tout cas. Ouais. Toi, tu fais ça depuis longtemps. Et tu fais quasiment exclusif. Ah bah non, tu fais vraiment les deux, toi. Tous les week-ends. C'est ça qui est impressionnant. Tu passes tes week-ends entièrement devant la caméra. Oui, non, seulement 8 heures et demie. Ça fait une bonne partie du week-end. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, tous les dimanches, c'est un rendez-vous. En fait, j'ai compris le pouvoir du cycle. Et même donc le pouvoir du cycle, c'est tous les dimanches depuis 6 ans. C'était à 15 heures. Ça dépend dans quel pays je suis. Là, ça va plutôt être le matin maintenant. Ça s'appelle le Sanatman. D'ailleurs, en fin d'émission, je montrerai le portail rapidement pour que les personnes puissent cliquer un petit peu partout pour tester les émissions gratuites. Mais là, le yoga, c'était tous les matins du mardi au samedi à 8 heures du matin. Et je me suis rendu compte que si je le faisais pas, eh bien, le groupe, la communauté ne le faisait pas. Et que du coup, j'avais comme une espèce de responsabilité un peu de leader ou de pionnier, pour montrer l'exemple, tu vois, c'est une histoire comme ça. Allez, hop. Et du coup, tout le monde vient. Alors évidemment, il y a les rediffusions, mais il y a vraiment ça. Et c'est chouette, même si c'est chacun à distance avec Zoom, c'est très chouette de faire du yoga ensemble. Vraiment, gratitude. Et ça fait beaucoup de bien. Là, ce que nous avons fait, si déjà vous avez des effets avec ça, venez le mardi avec Ivan, venez à mon yoga, testez plein de choses. Vous allez voir,
c'est la régularité. Donc ça, c'est mon côté informaticien-ingénieur, tu sais, le cycle. Le cycle, c'est très important. La Terre tourne autour du Soleil, ok? Elle met 1 an, mais elle tourne. Ensuite, la Terre tourne sur elle-même, c'est un cycle. La Lune tourne autour du Soleil, de la Terre, pardon. La Lune tourne autour de la Terre, pardon. Et vous avez la Terre qui tourne autour du centre galactique, ok? Et le centre galactique, lui, doit certainement tourner autour de quelque chose. Et du coup, quand vous comprenez tout ça, les cycles, alors, et sur la planète, des fois, il y a des cycles de saison, mais quand vous avez compris le pouvoir du cycle, vous avez tout compris. Par exemple, tous les matins, peut-être vous vous lavez, vous vous brossez les dents tous les soirs. C'est très important les cycles parce que ça crée des bonnes habitudes et c'est ça qui va faire que les programmes inconscients ne vont pas pouvoir avoir un impact sur vous et vous dire « Ah mais non, je suis fatigué, blablabla, blablabla ». Vous êtes pris dans un cycle bienfaisant pour vous où, de toute façon, par exemple, moi je suis rentré dans un cycle depuis quelques mois, je mange plus que le midi. Ah mais c'est génial, j'ai perdu 3 kilos, je suis hyper en forme, ça va très bien avec le yoga du matin qui se fait du coup à jeun depuis le midi de la veille, donc je mange 1 fois par jour. Vraiment, c'est un cycle. Et alors j'ai peut-être un côté un peu autiste, tu vois, des traits autistiques, cycle, mais c'est mon côté informaticien. J'adore les cycles et rien de grand sur Terre ne s'est fait sans cycle. Attention. Si vous voulez vraiment vous abandonner vos nids du dessus, même si vous gérez une entreprise, réunion tous les lundis, tous les mardis, voilà. Le cycle, si vous n'avez pas compris le cycle, vous n'allez pas pouvoir construire. Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, Ivan, mais je suis un builder, un constructeur, en fait. Et c'est le cycle qui permet de construire. Les habitudes, tu vois. Voilà, bon. Je ferme la parenthèse. Je partage ce que tu dis. J'avais jamais pleinement pris conscience de ça. Enfin, en tout cas, ou pas avec ces mots-là. Mais c'est sûr que c'est avec la répétition, la régularité et en instaurant ces rendez-vous qu'on peut vraiment avancer. On crée des habitudes en fait. On crée des habitudes en soi et au bout d'un moment, enfin, tu vois, ce qu'on se forçait à faire au début, on a trouvé des moyens où on nous a imposé des moyens entre guillemets de le faire pour les autres et en fait, on s'aperçoit que voilà, comme toi, hein, c'est pour nous avant tout. Mais surtout, c'est quelque chose que je pourrais pas ne pas faire aujourd'hui. Les cycles qui nous font du bien, il n'y a plus de programme inconscient ou de raison de ne pas les faire. Et ça amène vers une forme de maîtrise, en fait. Maîtrise de l'abandon au cycle. C'est-à-dire créer des cycles en conscience, puis s'y abandonner. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui sait que c'est bon pour vous. Voilà. C'est ce que j'ai découvert récemment. Du coup, voilà. Ça veut dire que le yoga, moi j'aime bien le faire presque tous les jours. Hein. Mais là, c'est un cycle du mardi au samedi, avec le dimanche dans l'Odissanatma, donc j'en fais quand même 6 fois par semaine. Mais les postures changent à chaque jour, hein, parce qu'il y a tellement de postures, on en fait 2, 3, et des fois on reste 20 minutes sur une posture. Parce que c'est un yoga de l'abandon, où il n'y a plus personne. C'est pas vite fait, on fait plein de postures. Non, c'est je m'abandonne, je dis. Ouais. Voilà. En tout cas, gratitude à tous celles et ceux qui envoient plein de beaux messages. Merci, Ivan. C'était génial. Peut-être on peut terminer sur comment nous avons vécu l'émission. Qu'est-ce que tu en penses pour clôturer? Écoute, avec plaisir. C'était un grand plaisir pour moi. Et c'était un grand plaisir déjà d'échanger avec toi, d'en savoir plus sur tout ce que tu as pu traverser ou la façon dont certaines choses te sont arrivées. Et puis, une joie aussi de faire cette pratique ensemble, de découvrir, même si c'était juste quelques minutes et juste une certaine partie du corps, cette partie vraiment physique qui, voilà, ça me rappelle que travailler avec le corps, c'est bien. En tout cas, ça me fait du bien. Et puis, après, moi, j'ai constaté en enchaînant avec ma partie que je sentais l'énergie de tout le monde et je sentais que vraiment que c'était mûr. Que tout le monde était déjà préparé. J'ai pu rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc voilà, c'était chouette. Moi, j'ai toujours un plaisir de partager. Et merci à vous tous les
les spectateurs pour votre présence. Et toi, comment as-tu vécu l'émission? Eh bien, en fait, j'ai adoré écouter ta voix et j'ai compris quelque chose, c'est que moi, en général, je fais pas ça, écouter les voix et m'abandonner à quelqu'un. Et donc, c'était un bonheur fantastique, vraiment génial. Je vais le refaire avec ta voix parce que j'aime bien ta voix et tout ce qu'il y a derrière, évidemment. Et en fait, c'était chouette parce que en général, c'est toujours ma voix. Donc, j'écoute toujours ma voix et ça parle à travers moi et je fais mon yoga et ça canalise. Et là, c'était génial de rien dire, de disparaître totalement. C'était un peu comme du luxe, tu vois. Ah, mais j'ai plus besoin de parler. Ivan s'occupe de tout. C'est génial. Et du coup, je me suis abandonné à ta voix. Ah, c'était chouette. Il y avait plus personne. Donc, plus personne qui avait envie de revenir, plus personne qui avait envie de parler, plus personne qui avait envie de rien. Et donc, j'aurais bien aimé faire une heure de plus. C'était trop court pour moi par rapport à c'est beaucoup trop. Mais c'était très bien. C'était une initiation là. Venez le mardi chez Ivan pour avoir la version longue sur sa chaîne. Tout ça. Mais c'était génial et donc c'était chouette parce que j'ai pu ressentir ce que ressentent mon public, les clients, les personnes qui viennent, ce qu'ils peuvent ressentir dans mon yoga. Puisqu'en fait, eux, ils mettent le bandeau, ils s'abandonnent, puis c'est ma voix. Et peut-être qu'à un moment, je vais peut-être faire mon yoga aussi. Je vais peut-être l'écouter un jour. J'ai jamais fait encore de m'abandonner à une voix. Tu vois, c'est intéressant. Un truc que j'ai jamais fait. Et là, merci. Donc, j'ai adoré. Et en tout cas, ça a très bien marché. Il y avait vraiment plus personne très rapidement. Bon, je suis peut-être un peu habitué aussi, mais vraiment fantastique. Vraiment, je recommande les nouveaux qu'on pas encore testés. Et ça marche très très bien. Voilà. Et sinon, comment j'ai vécu l'émission? Voilà, j'ai adoré la méditation. J'adore discuter avec toi, être avec toi. Et donc j'ai vécu très bien. J'ai envie d'en faire d'autres. Et c'est agréable en fait. C'est intéressant. Ça nourrit quelque chose. C'est chouette, c'est très chouette, c'est parfait. Ça me donne envie d'en faire d'autres et ouais, et de réfléchir peut-être même à des co-créations concernant la méditation guidée, des choses. Voilà, j'aime bien combiner les technologies pour créer. Ça, c'est des choses bien. En tout cas, vraiment super, adoré. Merci beaucoup. Et oui, c'est beau. Et moi, ça me fait plaisir aussi de te faire découvrir à ma communauté. Et ça me fait plaisir aussi que tu me fasses découvrir, enfin voilà, de cet échange en fait, parce qu'évidemment, il y a, c'est de la richesse d'autres façons de faire, d'autres choses aussi à proposer, qui peuvent vraiment inspirer des gens, voire compléter tout simplement leur pratique, venir l'enrichir. Voilà, dans tout ce qui peut être juste pour vous, mais en tout cas, c'était chouette cette découverte mutuelle. Et donc, merci beaucoup d'être venu vers moi en premier lieu. Merci Alexandre.